Aujourd'hui, on reçoit M. François Panfili, président directeur général des outils A. Richard. On est à Berthierville. L'entrevue se déroule dans le cadre des entrevues présidentielles de l'ACMAT. Bonjour, M. Panfili. On est en pleine pandémie. C'est difficile d'avoir le sourire. Comment on se sent? Comment, si on était directement à l'usine et non pas dans ce territoire neutre, est-ce qu'on verrait de la joie, de la difficulté? On s'en sort comment là, en pleine pandémie aujourd'hui? Ça dépend des périodes. La pandémie nous a touchés de plein fouet en début janvier à cause de nos fournisseurs et partenaires asiatiques, avec des retards entre 8 et 12 semaines. La constance de 2020 est la suivante. À chaque fois qu'on a une crise, on la règle, il y en a une plus importante qui revient, et ce, en continu en 2020. On a besoin d'une très grande flexibilité et surtout de l'agilité. Et toujours innover dans nos façons de faire pour passer en travail et rester ouvert, parce que la santé publique a failli nous fermer en début mars. Juste vous donner un exemple. On règle les problèmes avec nos fournisseurs asiatiques. Moi, je décide d'arrêter d'avoir tous nos containers à Vancouver et de les envoyer au port de Montréal. Une grève au port de Montréal. Donc, la décision que je venais de prendre avec des informations stratégiques, on retombe dans une autre crise avec encore 8 semaines de retard. Donc, on a dû souvent acheter des produits à travers une livraison air qui augmente les coûts de 4 à 5 fois. Mais pour la livraison client, on n'avait pas le choix. Absolument. Mais l'entreprise fête ses 130 ans cette année. Vous êtes de la 3e génération. Bon, si les gens font des calculs, ils vont trouver que 3 générations sur 130 ans, ça veut dire que vous êtes resté longtemps, mais en fait, avant votre père, avant votre grand-père, il y a eu, entre autres, la famille Richard. C'est pour ça que les produits s'appellent A. Richard. Mais donc, ça veut dire que cette entreprise a vécu en quelque part la grippe espagnole, quelques récessions économiques. Donc, ce n'est pas la première crise. Non. Et dernièrement, j'ai fait l'analyse de chacune des crises pour avoir les points saillants au niveau de notre historique. Et puis, à chaque crise qu'on a eue, curieusement, A. Richard a eu des croissances phénoménales. La même chose qu'on a durant la pandémie, entre 30 et 40 de croissance des ventes. Parce que vos produits sont plus liés à la rénovation? Plus liés à la rénovation. Il semble que les personnes en confinement ou avec des restrictions vont regarder leurs 4 murs puis vont dire ben, je repeinture, je rénove, je vais changer tapis prélard, repeinturer, revoir l'aménagement. Et pour nous, c'est important parce qu'on a des outils de préparation de surface et des outils d'application de surface. Mais vous avez perdu, j'imagine, de la productivité en usine. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont plutôt des détaillants. Alors, si on entrait virtuellement à l'usine, est-ce qu'on constaterait que toutes les mesures sanitaires et de protection personnelle dont vous êtes vous-même un apôtre, je le sais, est-ce que ça affecte la productivité alors que les demandes sont importantes? Comment on fait pour conjuguer avec le fait qu'on a des mesures qui peuvent nous restreindre, puis en même temps, la demande est très forte? À partir du mois de mai, la demande a augmenté entre 30 et 40 %. Malheureusement, on a dû opérer avec 30 % moins d'effectifs. Donc, c'était une restriction à cause de la pandémie. Les gens avaient peur de se rendre au travail. Le premier réflexe de gestionnaire que j'ai eu, je savais pertinemment que nos fournisseurs asiatiques qui opèrent dans des conditions extrêmes, qui veut dire dans les mêmes espaces, au lieu d'avoir 155 employés comme on a, en ont des milliers. Et j'ai fait appel à 10 de nos meilleurs fournisseurs, de leurs meilleures pratiques et procédures en pandémie. Et j'ai reçu les courriels, j'ai fait le tri, et j'ai décidé d'implanter ces mesures-là qui étaient à l'avant-garde. Les premières choses qu'ils nous ont dit, ils riaient de nos gouvernements parce que le port du masque, la ventilation, la température n'étaient pas des règles demandées par la santé publique. Donc, la première des choses qu'on a fait, on a pris la température de tous les employés à l'entrée, avant qu'ils se rendent à leur poste de travail.
et on les a sécurisés. Je l'ai fait moi-même pendant quelques semaines pour faire un plan de communication aux employés, les convaincre de venir travailler, que c'était sécuritaire en prenant la température. On va détecter immédiatement si une personne est infectée. Ensuite, on regardait aussi les conditions générales de la personne, voir si les yeux sont rouges, voir si la personne tousse. Parce que le premier symptôme du COVID, c'est la température. À un moment donné, ça peut être 4 heures, ça peut être 8 heures, ça peut être 12 heures. Donc, c'est important en continu de prendre la température. C'est une des recommandations les plus importantes de nos fournisseurs asiatiques, de prendre la température, de passer un questionnaire, de vérifier la santé générale de la personne. Ensuite, ils nous ont dit, sans le port du masque et le 2 mètres de distance, on ne va pas passer à travers cette crise-là. Et surtout aussi, parce qu'eux sont des milliers de personnes dans des espaces restreints, la ventilation. S'assurer d'être en pression négative. Si vous avez plusieurs personnes dans une pièce, ça prend un minimum d'air frais de l'extérieur. Et ces informations-là, on les a eues en début mars. Et on a pu affronter la pandémie sans avoir aucun cas à l'entreprise jusqu'à maintenant. Donc, nos mesures étaient très avant-gardistes. On était en avance sur toutes les autres entreprises, qui nous a permis de garder une portion de nos employés et de les convaincre de venir travailler. Est-ce que vous pensez, M. Panfili, que votre entreprise sera en mesure de durer encore longtemps dans des conditions semblables? Quand je dis l'entreprise, je parle de ses employés aussi, ou il va falloir que ça finisse par finir, cette pandémie? Je pense que les employés sont habitués à travailler avec un masque. Les employés sont habitués de prendre leur propre température, avoir une hygiène de vie au niveau sanitaire. Je ne vois pas de problème. Par contre, on est encore à la merci de la santé publique. Ils peuvent décider de nous fermer, même si nos clients restent tous ouverts. C'était les grandes surfaces. Puis à Richard, on vend à des manufacturiers qui produisent des produits sanitaires. Donc, ils ne pouvaient pas nous fermer. Tu ne peux pas fermer la chaîne d'approvisionnement de clients qui sont en service essentiel. C'est impossible. Mais encore là, c'est une décision politique. Oui. Hein? Ils peuvent décider demain matin de nous fermer pour X raisons. Si on avait été fermé, je peux vous dire une chose. Je ne pense pas que je serais là en ce moment pour vous parler. Parce que nos compétiteurs américains, asiatiques, eux, restaient ouverts. Parlons des chaînes d'approvisionnement parce que vous êtes à la fois fabricant et distributeur. Vous êtes une entreprise très bien implantée au Québec depuis plus d'1 siècle, mais en même temps avec des ramifications aux États-Unis, puis une chaîne d'approvisionnement qui s'étend jusque dans les pays asiatiques, peut-être même ailleurs, vous allez nous le dire. Donc, là, on parle beaucoup d'achat local, donc de production locale. Comment vous voyez les mois ou les années à venir? Puis est-ce que dans le passé de l'entreprise, vous avez été obligé parfois, face à des crises, des fermetures, de rapatrier des productions ici au Québec? Alors, comment on voit le proche avenir chez R. Richard? Pour expliquer l'avenir, il faut quand même revenir vers le passé encore. Entre 2010 et 2012, on a pris une décision stratégique dans le groupe de fermer la fabrication de l'entreprise aux États-Unis. On a rapatrié et consolidé toute la machinerie entre 2010 et 2012. On a augmenté notre volume de 60 % à ce moment donné-là. En 2 ans, il a fallu absorber 60 %. Et eux, en 2 ans, il y avait plusieurs centaines d'employés. Il fallait qu'ils trouvent une façon de fermer et de continuer. Aussi, avoir l'image vis-à-vis de leurs clients que les produits fabriqués aux États-Unis maintenant vont être fabriqués au Canada. Cette transition s'est faite de façon extraordinaire. C'est très rare qu'une entreprise basée aux États-Unis va déménager sa machinerie au Canada. C'est souvent le contraire. Donc, on peut dire qu'on a été capable de convaincre les gens sur le conseil d'administration que l'entreprise canadienne était pas nécessairement plus performante parce qu'on a le dollar canadien qui nous supporte, mais l'amalgame du dollar et notre productivité nous a permis de gagner et de consolider la fabrication des produits américains. Le CEO du groupe
va, cette année, prendre sa retraite. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à convaincre le conseil d'administration de prendre sa place avec 2 autres personnes du côté américain. On va remplacer le CEO du groupe. Et on va gérer les entreprises américaines et canadiennes dans l'avenir. Maintenant, on a aussi, en 2020, en mars, conclu une entente excessivement stratégique pour l'avenir d'Henry-Richard avec une entreprise américaine. On a fait encore la même chose. On a pris leur machinerie, on l'a déménagé au centre de distribution pour la fabrication des rouleaux. Et ça nous a permis de doubler notre quantité de fabrication de rouleaux annuellement. On a monté notre capacité à 5 millions de rouleaux annuels, qui est excessivement stratégique dans l'avenir parce que la fabrication de rouleaux est importante pour être un joueur majeur dans les outils d'application de surface. Et si on veut, dans les prochaines années, avoir des croissances aux États-Unis, on doit être en mesure d'avoir une capacité minimum de 5 millions de rouleaux. Est-ce que la pandémie nous apprend quelque chose dans notre relation avec les pays asiatiques? Est-ce qu'on doit tenter, ou c'est un rêve, là, de récupérer des productions qu'on a délocalisées là-bas? Comment vous voyez là, les mois, les années à venir pour Henry-Richard puis peut-être pour d'autres entreprises manufacturières? Henry-Richard est un cas unique. On a réussi à passer à travers la pandémie avec toutes les crises qu'on a connues en 2020, autant tout ce qui a touché notre chaîne d'approvisionnement à partir de janvier jusqu'à maintenant, à cause de notre très grande flexibilité, notre vision qu'on peut fabriquer les produits, et le même produit peut être en partie fabriqué en Asie. Donc, il y a eu une période durant 2020 où on a fabriqué des produits qui se fabriquaient en Asie anciennement, et vice-versa, à partir de juin, où là, on n'était plus capable de trouver des employés, on opérait avec 30 % de moins de personnel. On a envoyé la production en Asie de pièces, de produits. Qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer que la qualité va être la même. Et à chaque fois qu'on décide de faire des produits en Asie, c'est selon nos dessins techniques, selon nos spécifications, et on a toujours qu'est-ce qu'on mérite en Asie. Hein. Si on a beaucoup de rigueur et de discipline, on va réussir à avoir un produit de même qualité. Si on n'en a pas, ils vont nous envoyer n'importe quoi. La majorité des produits asiatiques ont été conçus, je parle des produits tablettes standards, pour une grande partie de l'Australie, des pays européens. Il n'y a aucun de ces produits-là qui ont été conçus pour Nord-Amérique. Parce que dans les années passées, Nord-Amérique n'était pas un marché important pour les Asiatiques. Le Japon était un marché excessivement important pour eux. Donc, Nord-Amérique, pour eux, c'est un peu nouveau dans notre domaine, parce qu'il y avait plusieurs fabricants. Maintenant, Henry-Richard, on est le dernier fabricant en Nord-Amérique. Malheureusement, les autres ont baissé les bras il y a plusieurs années. Mm-hmm. Donc, pour nous, la flexibilité de fabrication, on peut fabriquer, on peut faire en tout temps, la même qualité. Ici ou ailleurs. Ici ou ailleurs, tout dépendant des conditions, des restrictions, des pandémies, des récessions. Il faut avoir cette flexibilité-là. L'important, c'est livrer les clients sans erreur, complet, à temps. Et pour nous, toujours, à moindre coût. Le message de la flexibilité au niveau des lieux de production puis des relations qu'on peut avoir avec des manufacturiers de d'autres pays, pensez-vous que c'est des principes de bonne gestion qui peuvent s'appliquer à la plupart des autres entreprises manufacturières? Définitivement, oui. Pour des produits où il y a transformation, plastique, acier, métal et autres, c'est un peu plus complexe. Les infrastructures Nord-Amérique, dans notre domaine, ont disparu il y a plusieurs années parce qu'une entreprise a besoin de grappes industrielles, a besoin de fabricants de moules, fabricants d'extrusion, fabricants de pièces de plastique, d'extrusion de métal comme l'aluminium,
Ensuite, le formage, le découpage, le traitement thermique, le polissage, le meulage, l'assemblage. Et présentement, dans notre domaine, tous ces services, toutes ces grappes industrielles-là, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, n'existent plus. Ou s'ils existent, à des coûts impensables. Le même moule qu'on va payer 2 000 en Asie, ici, il est rendu 100 000. Le même moule en Asie qui coûte 2 000, qui prend 6 semaines à faire, ici, va prendre 6 mois, 7 mois. L'infrastructure, les grappes industrielles n'existent plus dans notre domaine. Donc, nous, il faut travailler avec des fournisseurs extérieurs qui possèdent ces infrastructures-là et ces grappes industrielles-là qui vont permettre à Henri Char d'avoir les meilleurs coûts au monde et continuer de livrer nos clients avec des produits de qualité à moindre coût.